Bonjour les passionnés de voyage hors saison et loin des foules. Cette vidéo couvre notre route retour vers le sud le long de la route côtière Kiestrixveien. L'automne est là, on n'a plus autant de soleil que les semaines précédentes. On retourne au phare de Tranøy et on a la chance de pouvoir monter dessus, même en cette saison basse. La randonnée vers la cascade Litlvrivasforsen nous montre toute la beauté de l'automne en Norvège. Nous continuons le long des fjords inlassablement vers le sud. On s'arrête quand le soleil passe entre les nuages. Le matin du 18 septembre 2022, Alex et André viennent de déposer Frédéric et Nicolas à l'aéroport d'Evenes parce qu'ils rentrent plus tôt. Nous autres, nous roulons ensuite un peu vers l'ouest pour repasser le Pontiel Saint-Brua. Le ciel est couvert, à l'aller, il faisait bien plus beau. Plus loin, nous reprenons le ferry par lequel nous sommes venus aux îles Lofoten, donc de Lødingen à Bogness. Malheureusement, c'est aujourd'hui dans l'autre sens, c'est-à-dire vers le sud. Les trajets plus longs sont tous dotés de ferry avec une cantine. L'odeur y est toujours la même, c'est celle des saucisses de Francfort enroulées de lard en train de cuire. Les Norvégiens semblent en raffoler, ils sont bien vendus et vite mangés. Le passage est finalement rapide quand on regarde aussi dehors. En Norvège, tout est optimisé, les gens sont dans les voitures avant que le ferry n'accoste. En quittant le ferry à Bogness, on est directement sur la route 6 qui mène vers Oslo. En 2014, nous sommes allés voir ici les pétroglyphes de Leknes, mais cette fois-ci, nous cherchons un point haut pour voir les montagnes impressionnantes autour de Stettinen. On avance à l'improviste sur la route 7538 vers Kalvik-Storvika. Mais c'est long et on reste toujours dans la forêt. De plus, la route descend continuellement, la vue sur les montagnes au loin ne devrait pas s'améliorer. Nous décidons de faire demi-tour et de nous arrêter simplement au bord de la route 6. Près de la rivière d'Alelva, on est à 40 mètres de hauteur et la vue est assez bien dégagée, s'il n'y avait pas tous ces nuages. Kalvika et les montagnes autour de Stettinen. La montagne Kulornet. Comme à l'aller, nous visons ensuite le phare de Tranøy, tout en l'explorant plus amplement que jamais. Une longue passerelle avec un détour par la gauche permet de rejoindre le phare à pied. Ce tracé peut surprendre, mais c'est l'accès le plus court sans devoir placer des piliers dans l'eau profonde. La multitude de maisons de gardiens s'explique par le fait que les gardiens étaient accompagnés de leur famille. André retourne une troisième fois au phare de Tranøy, pour Alex c'est le deuxième passage ici. Cette fois-ci nous avons cependant la chance de trouver le patron du café dans la Maison Rouge. Il est aussi le seul guide autorisé à faire visiter le phare pour une somme assez modique. On monte à l'intérieur par un escalier en vrille fixé à la paroi du phare. Tout est en fonte préfabriquée. Il y a différents paliers. La lentille de Fresnel est classique et on peut l'approcher de très près. Comme pour la plupart des phares norvégiens, le phare est doté de secteurs colorés marquant les divers chenaux navigables. Les lampes halogènes s'échangent automatiquement quand elles grillent. On voit du phare théoriquement jusqu'au bout des îles Lofoten. Par contre, une grande partie de la façade sud est cachée par les grandes îles Stormola, Littmola et Skrova au sud de Svolvær. La tour métallique est haute de 27 mètres. Il y avait ici un phare depuis 1864, mais le phare présent a été placé au cap Tranøy Ouest en 1936 après avoir servi à partir de 1914 à Moholmen. Il a été automatisé en 1991 et les maisons autour servent de gîte depuis 1993 durant la saison estivale.
Les maisons de gardiens se louent toute l'année. L'aménagement est fonctionnel mais vieux. Le patron du café dit que des gens viennent ici hors saison pour passer plusieurs semaines sur place. Il n'y a pas grand-chose à faire, mais c'est un endroit pour se ressourcer ou pour écrire un livre. Il fait frais et on ne peut pas s'éterniser ici. Nous redescendons donc. Nous ressortons du phare pour prendre un café dans notre trafic aménagé. On aurait pu le prendre près du phare, mais cela fait 2 semaines que nous ne vivons plus dans le camion, alors on veut reprendre les bonnes habitudes simplistes. À la différence des autres passages ici, cette fois-ci, nous ne cherchons pas à passer la nuit dans les environs. Nous profitons du reste de la journée pour avancer une centaine de kilomètres vers le sud. Venant du phare de Traneuilly, nous passons dans une zone très solitaire d'abord le long de la route 6. Les nuages sont bas et couvrent les plateaux et les montagnes de granit. Nous filmons un peu en roulant. Au moins les feuilles jaunes automnales apportent-elles un peu de couleur. Nous sommes au sud des lacs Draxvatan et nous commençons à monter dans une vallée qui nous mène à 200 mètres au-dessus du niveau de la mer. On voit bien que ce n'est pas une météo de rêve, mais au moins on avance ainsi vers le sud. Nous nous arrêtons après Krokmo à la hauteur du versant Femtvaslia. La montagne Skilgasioko reste couverte de nuages. Plus en avant, on voit quelques glaciers. Nous quittons la route 6 avant le tunnel Kopskar et coupons par la route 7500 un peu vers l'ouest en direction d'un emplacement potentiel pour passer la nuit. La route 6 passe dans des paysages montagneux très beaux, mais il est impossible de s'écarter quelques mètres de la route. Il faut donc parfois s'éloigner assez loin par des routes secondaires pour trouver des places au calme. Les montagnes au versant nu restent toujours si impressionnantes, ici on s'en approche encore plus. En débouchant sur le Lerfjord, on tourne à droite pour suivre la route 7498 jusqu'à Struxnes. On y trouve un emplacement au bord de la plage et près du terrain de foot. Le terrain de sport nous offre aussi des chiottes bien propres, portes qui ferment bien, papier toilette, et terreau pour couvrir et transformer plus rapidement les déjections. Il fait ici un peu plus chaud que sur les cols plus loin au nord, mais la température laisse gravement à désirer. Nous nous forçons à explorer un peu la plage et de prendre un café tardif avec nos derniers 2 petits gâteaux sur le banc présent. Il est un peu bas. Nous utilisons des coussins isolants faits de chutes de matelas de camping. Nous passons le reste de la soirée dans le camion, nous devons même mettre le chauffage en marche de temps en temps. On dort bien, personne ne vient nous déranger, personne ne vient sur le terrain de sport. Nous voulions faire une randonnée près de la montagne Stettinden le jour du départ des îles Lofoten. Or, il pleuvait trop hier. Nous avons donc recherché des randonnées près de la route 6 pour le lendemain et nous nous engageons donc dans la vallée de la rivière Nordfjordelva ce 19 septembre 2022. On quitte la route 6 après le pont sur ce fjord et entre 2 tunnels pour prendre la route Laxolveien 7504. On avance le long de cette petite route pour tomber sur un abri de randonnée. Le départ de la randonnée se trouve ici. On monte directement de la route vers la droite. La distance du petit parking à la passerelle sur la cascade est de 6 km, aller uniquement, il y a 600 mètres de dénivelé car le plateau n'est pas plat. Il faut au moins 4 heures pour l'aller-retour, nous avons besoin de 5 heures avec quelques courtes pauses. Il est possible de faire le tour du cirque où méandre la rivière Nordfjordelva, mais cela quadruple presque la durée du tour. Le chemin est tout de suite en montée assez continue. On s'enfonce ainsi dans la vallée Sandalen, tout en restant d'abord sur la rive gauche de la petite rivière. À Fjellanden, le chemin tourne vers la droite pour descendre légèrement et traverser des cours d'eau du vallon Miran qui est très humide et doté d'aide à traverser ces marais. Ce n'est qu'en remontant vers Rindogen que l'on arrive dans les rochers un peu plus secs. On passe ici aussi du plateau à son bord nord, ceci forme un véritable balcon 350 mètres au-dessus du vallon où méandre la rivière Nordfjordelva.
Il faut parfois changer de bande rocheuse pour passer plus aisément au sec. Sur la gauche se trouve toujours le vide très près. Le chemin passe ensuite à droite derrière une bosse dans un vallon encombré de rochers. Peu de temps après suivent des marches en bois à gauche où il faut monter car cela n'avance plus en ligne droite. On passe ainsi sur une arête rocheuse haute de 406 mètres. Par la suite, le terrain est en pente douce descendante, presque entièrement rocheux et le lac Litluvrivatnet est désormais en vue. Ce chemin en descente est maintenant plus facile. On descend pendant un court quart d'heure à une certaine distance de l'abîme. On reste plus ou moins au centre entre la falaise à gauche et les buissons à droite. Le terrain s'étage ensuite progressivement en terrasses dans lesquelles se trouvent des petits lacs. Après ce quart d'heure, il faut quitter le chemin maigrement balisé et passer vers le bord de la falaise, donc à gauche. On vise un endroit où ce balcon s'avance vers la gauche juste avant de se rabattre vers la droite, donc pour avoir une vue extérieure optimale, ce point est à 359 mètres au-dessus de la mer. C'est le point idéal pour voir la cascade Litluvrivassforsen en entier. Aucun autre point de vue le long de cette rive permet de voir la cascade ainsi. Elle s'écoule du lac Litluvrivatnet et s'ouvre en éventail sur la paroi rocheuse presque verticale. La chute principale est haute de 200 mètres et large de 70 mètres à la base. Après le point de vue en balcon, on revient sagement vers le chemin principal et on descend en direction de la passerelle qui passe directement sur l'écoulement du lac Litluvrivatnet. C'est le but de notre randonnée. Nous inspectons un peu les environs et montons aussi sur le rocher en face sans avoir des meilleures vues sur la cascade et la vallée. Nous ne nous attardons pas longtemps à la passerelle. Le temps reste couvert et en posant, on prend vite froid. Le lac à l'eau claire et transparente serait tentant s'il faisait bien plus chaud. C'est sans doute rarement le cas ici. Le chemin du retour est le même qu'à l'aller. Nous connaissons maintenant toutes les parties humides pour mieux les éviter. Nous regardons une dernière fois retour dans cette vallée où brillent les feuilles jaunes des arbres en dépit du ciel très gris. Nous retrouvons notre trafic au petit parking vers 15h30 et nous sommes surpris de voir des touristes entamer la même randonnée à 7h. Nous avons quand même pris 5 heures pour l'aller-retour et ce sans trop de longues pauses. Ils ignorent nos avertissements. La baie Storvik se trouve sur la route FV17 entre Saltstromen et Forøy. Elle n'a rien de spécial, c'est pour nous un emplacement pour passer la nuit sur le port au nord de la baie. C'est bien tranquille, il y a un banc que l'on pourrait utiliser s'il ne pleuvait pas le soir et s'il faisait plus chaud le matin pour le petit déjeuner. C'est en tout cas ici que nous commençons à enfiler 6 liaisons en ferry en 2 jours. Au large se voit un semblant d'éclaircie. La journée restera couverte mais majoritairement sèche. Sur la route de Storvik à Forøy, on contourne un cap caché derrière des îles et on passe la localité Ørnes. C'est ici que nous voyons passer ce navire de la compagnie Hurtigruten entre la côte et l'île Møsøya. Ces navires sont très rapides. Du Hollandsfjorden, nous espérons voir quelques bouts du grand glacier Svartisen. Mais les nuages sont très bas et les glaces sont sur le plateau et ne descendent plus trop dans les vallées. Le changement climatique ne fait pas halte devant la Norvège. En avançant le long du Hollandsfjord jusqu'à sa partie centrale resserrée et en s'arrêtant au cap Brazetvikneset, on peut voir un peu plus de glace bleue. Ici, Angabreen descend encore bien loin vers la mer. Nous continuons de longer le Hollandsfjord et nous aboutissons forcément au quai de Forøy pour Oxkardet. Nous n'attendons pas longtemps ici. Ce passage est très court avec à peine 2 km de traversée. On voit le but de la rive de départ. La montagne au fond à gauche est Bloktinden, on la verra encore plusieurs fois indépendamment des boucles de la route et des ferries pris. La route de Oxkardet à Jætvik, le quai de départ du prochain ferry, n'est pas bien longue. Il faut traverser la presqu'île sur laquelle on est arrivé et tourner à gauche pour remonter le long du Tjungsfjord vers la baie Repa. On fait une pause à la baie Dragvika.
Un tunnel permet de passer ensuite dans un paysage de lacs et de baies marines imbriquées jusqu'à Jætvik. En arrivant, nous voyons que le ferry suivant part 3 heures plus tard. Ce n'est pas une erreur ou une panne de ferry, c'est l'horaire d'hiver qui contient une longue pause midi. Les ferries ne sont pas accordés entre eux. Une première chose à faire est de prendre un café dans le seul local du village. Il ne se trouve pas près de l'embarcadère au sud, mais près des quais initiaux au nord de la presqu'île. En dépit des bonnes affiches, nous ne voulons pas passer les 2 heures restantes dans ce café. Il fait beau, nous retournons de quelques kilomètres en direction de Kistastromen et plus concrètement à Dragvika où se trouvent quelques cabanes et un ponton flottant idéal pour pêcher dans le courant de cette partie resserrée. Or, c'est presque marée basse et l'eau ne bouge pas beaucoup. C'est peut-être une raison pour que les poissons ne mordent pas, c'est en tout cas l'excuse que nous trouvons. Pendant qu'André pêche, Alex photographie les environs. Nous pouvons enfin prendre le ferry. Il est 15h20. L'embarquement est rapide comme toujours quand on est enregistré sous l'application FerryPay. Le dernier véhicule est garé sur le ferry et ce dernier appareil. Il est aussi fort utile de se retourner car on voit l'autre face de Bloktinden, elle est un peu moins marquante. Au large on voit le sommet marquant Rødelelva sur l'île Rødøya. Lors de ce passage en ferry, on passe aussi le cercle polaire. Sur la route 6 se trouve un grand bâtiment dédié à cette frontière purement géométrique, ici on a planté un globe similaire à celui qui se trouve au Cap Nord. Il est bien visible du ferry, mais peu de passagers y prêtent attention. Ce trajet est sensiblement plus long, il dure environ 1 heure. En saison, il y a des liaisons directes, mais maintenant, hors saison, le ferry fait escale à Oldervika, c'est juste avant d'arriver au terminus de Kilbogam. La route de Kilbogam à Nesna est longue de 90 km, cela fait plus d'1 heure de conduite. Il nous faut un peu plus longtemps car nous nous arrêtons pour le jeu du soleil qui s'abaisse entre les nuages et les îles au large. Au nord se trouve l'île Aldra avec cette impressionnante montagne. Vers l'ouest s'ouvre l'océan Atlantique non sans être encombré de milliers d'îles sur une largeur de 35 km. Ce peu de soleil à la fin de cette journée grise fait vraiment du bien. Un autre arrêt est près de Kolitinden. Ici commence la descente du plateau Sionfjellet. La traversée de Nesna à Levanger est très courte. Tellement courte et rapide, que nous en photographions ni l'embarquement, ni le débarquement. Les quais sont classiques. Seule différence, à Nesna se trouve un bar ouvert. En débarquant à Levanger, nous nous mettons de suite à rechercher un emplacement pour la nuit. La nuit commence à tomber. On ne roule plus qu'une dizaine de kilomètres sur la route FV17 vers le sud et nous tournons à gauche pour monter vers un parking vers le barrage de Forsland. Ce n'est pas l'emplacement le plus beau, mais il fait l'affaire. Demain, nous continuons sur la deuxième partie de la route FV17 toujours vers le sud. Des liens se trouvent à la fin de la vidéo et dans la description. À bientôt sur Voyage hors saison.